Corinne Tirono, bonjour. Bonjour Paul-Joseph. Après avoir découvert en partie l'histoire de l'Inde, parce que c'est vrai que c'est assez riche, et visité le Taj Mahal, on dit ? Taj Mahal le mois dernier, nous allons poursuivre notre voyage. Cet épisode de Trésor du Monde décryptera le système des castes avant de vous raconter comment un avocat a réussi, d'une part, à lutter contre ce système des castes et d'autre part, à réussir à faire de son pays un État indépendant en 1947. Et cet avocat, c'est Gandhi. Oui, c'est Gandhi. Oui, c'est impossible de ne pas parler du système des castes avant de parler de Gandhi, parce que c'était, je dirais, quand même quelque chose d'important et toujours important dans la société indienne. Donc oui, le système des castes façonne la société indienne depuis des siècles et des siècles, je dirais. Et pour mieux le comprendre, eh bien, on va remonter à la source de la création de l'Inde, on va s'attarder sur sa mythologie, car c'est cette mythologie devenue une religion, l'hindouisme, qui est à l'origine de ce système. Comment s'est créée l'Inde et qui sont les divinités qui sont à l'origine de leur monde ? Donc là, on rentre dans la mythologie. Alors, les premières mentions des castes apparaissent dans les Védas. Alors, les Védas, ce sont les textes religieux de l'hindouisme et ils sont vieux de plus de 3000 ans. Alors, un des textes védiques les plus anciens contient un chapitre appelé le Purusha Sukta, qui décrit la création de l'univers et l'origine des différentes classes sociales à partir du corps sacrifié d'un être cosmique primordial. C'est le fameux Purusha. Et de Purusha sont issues 3 autres divinités fondamentales dont on connaît bien le nom en Occident. Et ces 3 divinités fondamentales sont responsables de l'équilibre de l'univers. Il y a Vishnu, Brahma, qui est né du nombril de Vishnu, et Shiva. Alors, Vishnu, c'est la divinité protectrice. Shiva, la divinité régulatrice, transformatrice, voire destructrice. Et ces 2 divinités sont particulières. Elles n'ont ni naissance ni mort, contrairement à Brahma, qui est né du nombril de Vishnu. Et quel est le lien entre ces 4 divinités ? Alors, elles sont représentées partout en Inde. On les voit représentées en statues, en peinture, dans tous les objets possibles. Et donc, les 3 divinités sont des émanations de Purusha, qui en fait un concept, une essence, un tout qui fait référence à l'âme universelle. En fait, Purusha, c'est l'ensemble de Vishnu, Brahma, Shiva. Voilà, c'est un tout. Et donc Purusha serait donc à l'origine de l'univers et des castes qui auraient été créés à partir des différentes parties de son propre corps qu'il a sacrifié, comme je vous le disais. Alors il y a les brahmanes, donc on connaît bien ce nom-là. Ce sont les prêtres et les enseignants. Je résume, c'est voilà la classe c'est peut-être noble. plus compliqué, oui. Et les brahmanes sont nés de la tête de Purusha et ils symbolisent la parole et la connaissance. Il y a les kshatriyas, les guerriers et les dirigeants qui sont issus des bras. Ils symbolisent la force et la protection. Il y a les vaishyas, les commerçants et les agriculteurs qui sont issus des jambes. Ça symbolise les ressources naturelles et l'économie. Et il y a les shudras, les travailleurs et les serviteurs, eux-mêmes issus des pieds. Et ils symbolisent le service à la société. Alors, en résumé, je dirais que les 2 divinités, Vishnu et Shiva, sont les artisans de l'équilibre de l'univers. Et Brahma, le responsable de la création des êtres humains dans le monde matériel, selon le modèle des castes défini par le sacrifice de Purusha. Et de cette mythologie cosmique est donc née la légitimation divine de cette division sociale héréditaire que sont les castes. Alors on dit Varna en hindi. Alors au fil du temps, le concept des castes a évolué, c'est même durci à certains moments, et des textes législatifs hindous ont codifié les règles de conduite pour chaque varna, contribuant à rigidifier les relations dans la société, et ça jusqu'au XXe siècle. Et comment ce système de castes se traduit-il aujourd'hui et surtout comment il est vécu ? Alors les Indiens remettent encore trop peu en cause ce système social, même s'il a été, et ça c'est très important, aboli selon la Constitution de 1950, après l'indépendance. Mais les efforts de réforme de certains politiques comme Gandhi et une législation contre la discrimination, le système des castes continue d'exercer en souterrain une grande influence. On sait bien que les lois sont souvent en avance sur les mœurs.
Alors ce lien mythologique avec Brahma et Purusha reste un élément culturel important pour comprendre les racines et la justification du système de division sociale qui a permis d'organiser la société selon les concepts de pureté et de pollution. Et en résumé, on peut dire que dans ce système, chacun doit rester à sa place, Paul Joseph, et respecter les devoirs liés à sa caste et les règles des coutumes qui lui sont liées. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des sous-castes qui compliquent encore la chose. Tant qu'à faire. Voilà, du fait de la diversité des régions et des communautés. Alors, il est difficile d'échapper à ce système, sinon on est mis au banc de la société, ou alors il faut se convertir à une autre religion plus égalitaire, comme le bouddhisme, l'islam ou le christianisme. Mais c'est un peu risqué vu les conflits interreligieux qui sont toujours récurrents en Inde. Alors 2 mots sur le karma et la réincarnation. Beaucoup pensent en Occident que le système des castes est évolutif et que si on se comporte bien dans une vie, on s'élèvera dans une vie suivante. Mais peu de gens le pensent en Inde en fait. Ce concept-là est bouddhiste. Et la mixité sociale et les mariages interreligieux, si je vous suis, sont donc impossibles en Inde ? Je dirais presque impossible. Ça arrive quand même dans des milieux, on va dire, intellectuels et aisés, mais c'est rare. On se marie entre soi. Et le système des castes nous paraît souvent à nous occidentaux très injuste. Nous, on est quand même dans une société beaucoup plus égalitaire et on ne se mélange pas en Inde, et surtout avec les intouchables. Donc, on va voir ce que sont les intouchables. Dans un instant. Dans un instant. Alors, pour en savoir plus et pour mieux comprendre la société indienne, je vous recommande la lecture d'un livre que moi, j'ai vraiment trouvé génial. Ça s'appelle L'équilibre du monde. C'est de Rohinton Mistry. C'est un roman historique passionnant qui se déroule au XXe siècle. Et aussi le merveilleux film bollywoodien Le Autant on emporte le vent indien qui s'appelle Devdas, dont on va écouter une chanson de la bande originale. On est toujours dans Trésor du Monde avec Corinne Thironneau. On parlait juste avant la pause des intouchables. Qui sont-ils ? Alors, ce sont les personnes qui sont nées en dehors des castes, qui ne sont ni la tête, ni les bras, ni les jambes, ni les pieds de Purusha. Et donc, ils constituent eux-mêmes une caste, avec sa propre hiérarchie. Alors, le terme intouchable, en hindi, c'est Dalit. Ce terme vient de la croyance selon laquelle un simple contact avec ces personnes pouvait causer une pollution rituelle, vu que les Dalits étaient traditionnellement assignés à des tâches considérées comme impures ou polluantes, telles le nettoyage des latrines, l'élimination des carcasses d'animaux, des déchets, le travail du cuir et tout le travail domestique jugé dégradant. Alors c'est pourquoi les Dalits ont été ostracisés, souvent contraints de vivre à l'écart des autres communautés et sont depuis toujours discriminés socialement et économiquement. Mais les mouvements de réforme du milieu du XXe siècle voulaient supprimer le système des castes.
Et alors ont été introduites, et ça on en a quand même beaucoup parlé, des mesures de discrimination positive qui ont permis à des intouchables d'obtenir des postes importants, comme le célèbre ministre Ambedkar, qui a été un leader politique et social clé comme Gandhi. Alors, ils étaient contemporains. Ambedkar a notamment joué un rôle crucial dans la rédaction de la Constitution indienne de 1950, qui est toujours en cours. Alors, la Constitution a été, bien sûr, évoluée, mais c'est quand même celle d'Ambedkar sur laquelle on s'appuie toujours. Alors, aujourd'hui, les intouchables ont accès à l'école publique et peuvent pratiquer toutes les professions. Ils sont un peu plus de 200 millions pour 1,4 milliard d'habitants. Ça fait 16% de la population aujourd'hui. Alors, être intouchable ne veut pas forcément dire être pauvre maintenant. Il faut savoir qu'il y a des intouchables très riches. Leurs activités professionnelles, quand ils en ont une, peuvent être très lucratives. Alors, ça évolue, et il existe quand même un mouvement croissant vers l'égalité, il faut le reconnaître, et un mouvement d'inclusion aussi, excepté dans les zones rurales comme le Rajasthan, qui reste très traditionnel. Et le fait de ne pas pouvoir les toucher, même pas leur serrer la main, c'est encore en cours dans certaines régions ? Alors ça, je n'ai pas pu le vérifier, mais je pense qu'il y a des personnes, des brahmanes, qui ne supporteraient pas l'idée d'avoir des amis intouchables, par exemple, et d'avoir un contact avec. Je pense qu'on reste entre soi en Inde, malgré tout, même si c'est pas dit comme ça. Ce ministre dont vous avez parlé, qui était intouchable, qui était membre de la caste des intouchables, Ambedkar, est-ce que Gandhi et lui étaient contemporains ? Est-ce qu'ils ont travaillé ensemble ? Alors oui, un petit peu quand même. Je dirais oui et non. Alors Gandhi était plus vieux qu'Ambedkar, ils avaient 20 ans de différence. Gandhi est né le 2 octobre 1869 en pleine période de la colonisation britannique, comme Ambedkar, né donc 20 ans plus tard. Disons qu'ils partageaient tous les deux des valeurs, mais Gandhi était indépendantiste et nationaliste. Ce n'était pas tout à fait dans la ligne égalitaire d'Ambedkar. Gandhi était hindou, donc de religion hindoue et pratiquant, et Ambedkar était intouchable, donc hindou aussi. Mais c'est pas la même chose, je veux dire, d'être intouchable et de faire partie d'une caste comme Gandhi. Et Ambedkar était donc la voix des sans-voix, et il a collaboré avec les Britanniques, société plus égalitaire, pour qu'il y ait des réformes dans la société indienne. Gandhi, lui, était la voix des Indiens, contre la colonisation, et il est devenu le père de l'indépendance. Et Gandhi a toujours refusé de collaborer avec les Anglais. Donc deux façons différentes de voir la politique. Alors Ambedkar a quand même été recommandé par Gandhi au moment de la partition, et Ambedkar a été le ministre de Nehru, qui est devenu président en 1947. Alors, autre chose importante le concernant, en 1956, Ambedkar s'est converti au bouddhisme comme beaucoup d'intouchables, pour pouvoir exercer, pour se sentir mieux en fait. Et il est mort la même année après avoir fondé le Parti républicain indien. Il avait 65 ans. Et Gandhi, donc de son côté, c'est le père de l'indépendance de l'Inde. Voilà, ça c'est clair, et c'est lui le père de l'indépendance de l'Inde. Il est considéré même comme le père de la nation. Alors quelques mots de rappel sur la colonisation britannique qui s'est déroulée en 2 temps. Il y a d'abord eu le contrôle du pays par la Compagnie des Indes orientales de 1757 à 1858, et puis ensuite la domination anglaise, carrément la colonisation de 1858 à 1947, date de l'indépendance et de la partition, avec la création de 2 États souverains, l'Inde et le Pakistan. Alors Gandhi était l'un des leaders du mouvement nationaliste indien pour l'indépendance, avec Jawaharlal Nehru et Sardar Vallabhbhai Patel. Et en parallèle existait la Ligue musulmane dirigée par quelqu'un dont on a entendu parler en Occident, c'est Muhammad Ali Jinnah, qui défendait les intérêts des musulmans de l'Inde et qui souhaitait la création d'un État musulman distinct en raison des craintes de marginalisation dans un futur État dominé par les hindous. Le décor était planté, c'est un décor qu'on retrouve déjà. Inde, Pakistan, on peut dire. Voilà. Le décor est planté, on va revenir sur Gandhi. D'où est-ce qu'il vient ? Alors son nom entier, c'est Mohandas Karamchand Gandhi, plus connu sous le nom de Mahatma, la grande âme. C'est ça que ça veut dire, Mahatma. Mais Gandhi n'aimait pas qu'on l'appelle comme ça. Gandhi est né le 2 octobre 1869 à Porbandar, dans l'état du Gujarat, à l'ouest de l'Inde, et il est mort assassiné le 30 janvier 1948, à 79 ans.
Il était issu d'une famille hindoue de la caste Vaishya, l'une des 4 grandes catégories du système traditionnel des Varnas, celle des agriculteurs et des commerçants. Et il est de la sous-caste des Baniyas, qui sont souvent associés aux valeurs de l'épargne, de la frugalité, voire du végétarisme, et je dirais des gens qui ont un grand sens du travail. Et ces valeurs ont beaucoup influencé Gandhi, qui prônait la simplicité de vie, loin des désirs des biens matériels. Alors la famille de Gandhi, bien que appartenant à la caste des Vaishya, n'était pas très riche, mais avait une bonne position sociale. Son père était un haut fonctionnaire qui avait occupé des postes administratifs importants, comme celui de Premier ministre de l'État princier de Port-Bandar. Il y avait des États princiers au temps des Anglais. Oui. C'était conservé. Et sa mère, c'était quelqu'un de très pieux. Elle a influencé son fils pour la spiritualité. Alors Gandhi a été marié à 13 ans avec une jeune fille de 12 ans et il aura 4 fils, mais plus tard. Il n'a pas fait des enfants à 13 ans. Et à l'âge de 19 ans, en 1888, Gandhi est parti pour Londres pour étudier le droit à l'University College. Et après avoir obtenu son diplôme en 1891, l'année de naissance d'Ambedkar, il est retourné en Inde, mais n'a pas trouvé de succès immédiat en tant qu'avocat. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Alors c'est à ce moment très important, qu'il est parti en Afrique du Sud, alors sous domination britannique aussi. Et en 1893, Gandhi va accepter un contrat d'1 an pour travailler en tant que conseiller juridique dans une compagnie d'assurance. Et c'est là-bas, lors d'un voyage en train, qu'il a rencontré la discrimination raciale pour la première fois de sa vie de manière directe et violente. Il s'est fait expulser d'un compartiment de train réservé aux Blancs, alors qu'il avait son billet de première classe. Et ce fait très marquant pour lui a éveillé sa conscience sociale. Il était, je dirais, d'une classe supérieure quand même, Gandhi. Donc il s'est fait malmener par les contrôleurs du train. Il n'a pas vraiment supporté. Ça a été vraiment le moment de sa prise de conscience politique. Il n'a pas compris. Alors c'est aussi cet événement personnel qui lui fera développer les concepts de Satyagraha, la résistance non violente, ça a été l'arme de Gandhi, et de la Ahimsa, la non-violence. C'est des concepts qu'il va utiliser pour lutter contre les lois discriminatoires à l'encontre des Indiens. Alors en mars 1894, il parviendra à faire revenir les Anglais sur leur décision pour leur interdire le droit de vote aux Indiens. Il va fonder la même année le Congrès national indien qui va permettre à la communauté indienne d'Afrique du Sud de devenir une véritable force politique. Alors Gandhi est resté là-bas pendant 21 ans quand même. C'est beaucoup. Alors c'est beaucoup et donc du fait, Gandhi n'a jamais rencontré Nelson Mandela, mais il l'a profondément influencé. Et en Afrique du Sud, Gandhi est considéré comme une icône, là-bas en Afrique du Sud. Rien que ça ? Rien que ça. Et donc, on est en 1915, Gandhi là, revient en Inde. Et comment est-ce qu'il va faire pour faire bouger les choses ? Alors avec son expérience de 20 ans passée à défendre ses compatriotes contre les Britanniques, Gandhi, il a 46 ans, c'était en 1915, il va pouvoir s'engager complètement dans la lutte pour l'indépendance et il va rapidement émerger comme l'un des leaders du mouvement nationaliste indien en appelant à lutter contre l'injustice, mais sans infliger de souffrance selon les principes de résistance passive et celui de non-violence bien sûr. Alors Gandhi va apporter son soutien particulièrement aux femmes, aux plus pauvres, aux intouchables, qu'il appelait les Harijans, les fameux enfants de Dieu. Et Gandhi militait aussi contre la discrimination liée aux castes. Mais ça ne va pas être son premier combat, c'était par rapport à la pauvreté surtout. Puis il va devenir président du parti du Congrès. On va se faire une pause musicale, je pense, Paul Joseph, pour digérer un petit peu tout ça. Et c'est Kumar Sanu, c'est un grand chanteur indien et c'est une chanson, ça s'appelle Latest Indie Song. सावन का महीना है बारिश की झड़ी है सावन का महीना है बारिश की झड़ी है
आजा मेरे पास तू दूर क्यों खड़ी है सावन का महीना है बारिश की झड़ी है आजा मेरे पास तू दूर क्यों खड़ी है भीगी भीगी रात है साथ भीग जाओ ना भीगी भीगी रात है साथ भीग जाओ ना लग जा गले से आके ऐसे शर्माओ ना बाहों में चले. Trésor du monde, on parlait avec Corinne Tironneau du combat de Gandhi pour l'indépendance de l'Inde. Est-ce que ça a été un combat long ? Oui, plus de 30 ans, Paul-Joseph, pratiquement jusqu'à sa mort en 1948. Alors, grâce à lui, il y aura une nouvelle constitution en 1919. Mais bon, ça va pas changer grand-chose. Et Gandhi va appeler à des grèves et à des manifestations pacifiques, mais malheureusement, il y a toujours, on va dire, des exactions qui sont commises pendant les manifestations, on le sait. Et il y aura des violences physiques contre des Européens, dont plusieurs seront tués. Et ça va porter préjudice au mouvement, bien sûr. Et il y aura bien sûr les Britanniques il y aura des représailles par les soldats britanniques et donc des condamnations sévères parmi les suiveurs de Gandhi. Alors ces manifestations n'ont pas vraiment réussi à faire évoluer la situation des Indiens et Gandhi va mener d'autres combats et surtout celui du mouvement de non-coopération. Il va appeler en fait à boycotter les institutions britanniques et les produits britanniques, incitant les Indiens à reprendre le tissage traditionnel du coton, le khadi, et surtout de ne plus acheter les vêtements fabriqués par les Anglais. Alors cette action-là, elle est représentée, c'est important, au centre du drapeau indien. On peut y voir le métier à tisser, c'est une roue du métier à tisser indien qui s'appelle le charkha, et c'est devenu le symbole très important pour le pays, le charkha. On imagine qu'après ces mouvements, les Anglais devaient être furieux. Comment est-ce qu'ils ont réagi ? Ils vont arrêter Gandhi en mars 1922 pour sédition. Il sera condamné à 6 ans de prison. Et puis, il sera libéré en 1924 parce qu'il a eu des problèmes de santé. Il avait alors 55 ans. Et il va donc reprendre le combat et organiser la fameuse marche du sel. Il y avait une taxe sur le sel et les Indiens n'avaient pas le droit de récolter leur propre sel. Et il va partir donc de sa maison, de son ashram, avec des compagnons. Ils seront rejoints par des milliers de personnes et ils vont marcher pacifiquement. Donc c'est la marche du sel. Ils vont marcher 390 km. Ce sera un vrai succès. Et il y aura quand même 60 000 arrestations. Gandhi passera 9 mois en prison, mais les Anglais vont céder le droit du sel aux Indiens. Et ça fera dire à Winston Churchill que Gandhi est un fakir séditieux qui grimpe à moitié nu les marches du palais du vice-roi, le fameux Lord Mountbatten. Pas très gentil ça, on continue. Pas très gentil. Voilà. Alors ensuite en 42, il y aura le mouvement Quit India, quitte l'Inde, qui demandait encore plus clairement le départ des Britanniques. Alors c'était un mouvement de désobéissance civile qui a été marqué par des arrestations massives, y compris celles de Gandhi et de Nehru, et le parti du Congrès fut interdit. Alors, il y a toujours, les Indiens ont continué à se révolter. 90 000 personnes ont fini en prison, mais la voie de l'indépendance était ouverte. Et il faut dire qu'à cette époque-là, l'Empire britannique était affaibli. Et Gandhi ira à Londres, négociera l'indépendance, qui sera déclarée selon le plan élaboré par Lord Louis Mountbatten, le dernier vice-roi britannique, le 15 août 1947, après la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, il y a une partition de l'Inde, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'était avec Jinnah, le leader Jinnah, qui souhaitait se créer un État propre aux musulmans, le Pakistan. Il ne faut pas oublier que les conflits préexistaient depuis longtemps entre hindous et musulmans en Inde. Alors les Anglais accéderont à leur demande et la partition se fera aussi le 15 août 1847. 1947. 1900, j'ai dit 1800, oh là là, oui. Désolé. 1947, composé du Pakistan occidental et à l'époque du Pakistan oriental, devenu le Bangladesh indépendant en 1971. Alors la partition aura des conséquences graves, comme toute partition. Il y aura des violences intercommunautaires qui feront des centaines de milliers de morts, sans oublier les 10 à 15 millions de personnes qui ont été déplacées alors qu'elles traversaient les nouvelles frontières pour rejoindre leurs pays respectifs. Voilà. Alors cette partition laissera aussi en suspens des questions territoriales pour le Cachemire. Alors c'est toujours une zone de conflit aujourd'hui entre l'Inde, le Pakistan et la Chine. C'est une guerre qui n'en finit pas et qu'on oublie un petit peu aujourd'hui.
Gandhi était contre la partition, Oui. mais concrètement, est-ce qu'il a fait quelque chose pour l'éviter? Alors, il va essayer sans succès d'apaiser les tensions qui continuaient entre les communautés et il fera une grève de la faim le 13 janvier 1948 pour appeler à la fin des violences. Il disait préférer mourir plutôt que d'être le témoin impuissant d'une guerre de religion. Il voulait avec Nehru une Inde qui englobe l'ensemble des Indiens musulmans et hindous. Mais ça s'est pas fait. Il y a seulement une charte sur le respect de la sécurité et des droits de chaque communauté qui sera signée le 17 janvier. Et Gandhi, très affaibli, cessera sa grève de la faim. Si je dis pas de bêtises, on se rapproche de la fin tragique de Gandhi. Oui. Alors, on est tout proche de la date fatidique de son assassinat, le 30 janvier 1900. Décidément. Pourquoi je veux pas que Gandhi se fasse assassiner, en fait. 1948, bien sûr. C'est juste après la partition. Alors, c'est Nathuram Godse, un extrémiste hindou, et j'insiste beaucoup là-dessus. C'était un hindou, un fanatique, qui l'accusait d'être trop conciliant vers les musulmans, qui va tuer Gandhi au pistolet à bout portant alors qu'il se promenait dans son jardin. Et ce sera Lord Mountbatten, qui était devenu ami avec Gandhi, qui va s'occuper de ses funérailles. La dépouille de Gandhi sera suivie par 700 000 personnes jusqu'au bûcher où il sera incinéré. Alors la mort de Gandhi a été un choc immense pour l'Inde et un traumatisme pour le monde entier. Il est honoré aujourd'hui encore comme un symbole de paix et de résistance non violente. Et ses idées ont inspiré des leaders comme Martin Luther King et bien sûr Nelson Mandela. Alors je vous recommande vivement de voir ou de revoir le film Gandhi de Richard Attenborough. C'est un film de 1982 avec Ben Kingsley dans le rôle de Gandhi. C'est vraiment un film magnifique. Alors, c'est un film qui dure 3 heures, je pense, pas loin en tout cas. Mais c'est vraiment un film emblématique. C'est un excellent film et Ben Kingsley, Et comme c'est toujours Gandhi. excellent. Il est excellent, vraiment. Et il me semble qu'il y a une très belle, on ne pourra pas l'écouter ici, mais une belle bande originale aussi. Oui, c'est ça. C'est Ravi Shankar qui signe la bande originale du film. Merci Corinne Tirono. Merci Paul Joseph.